Merci à tous pour d'être présents et bienvenue à cette deuxième conférence de ce cycle de conférences l'environnement en question. Aujourd'hui, on accueille un collègue et je suis bien content de pouvoir l'entendre aujourd'hui, Sylvain Guyot de l'UMR Passage, donc, qui va nous parler. Enfin, moi, je l'ai connu à travers une notion qui était celle de front écologique, si je ne me trompe pas. Et ses recherches se poursuivent un petit peu, arrête si je dis des bêtises, mais se poursuivent un petit peu autour de ces questions-là. Mais et tu l'as fait évoluer de manière assez importante, je crois, ces questionnements-là. Et tu vas nous en parler aujourd'hui. Et donc, on est très content de te recevoir. Et puis, on te laisse te présenter plus en avant si besoin. Et puis, on t'écoute avec attention. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme le disait votre cher professeur, donc on est dans la même UMR. Voilà, et c'est vrai que ça fait plusieurs années que, bien sûr, on se voit aux assemblées générales qui ont lieu 2 fois par an. On essaye de se voir aussi en dehors des assemblées générales pour, essayer de faire des cours ensemble, essayer aussi d'être sur des axes de recherche ensemble. Mais comme on est sur 2 sites, c'est finalement pas si facile parce qu'on se voit pas au quotidien, mais mine de rien, même si on n'est pas très loin, la séparation géographique comme ça est pas toujours très simple. Et je suis d'autant plus content ce soir du coup de pouvoir participer à un cycle de séminaires qui a lieu ici. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Et ça donne vraiment envie de rendre aussi l'appareil à la Maison des Suds. Donc voilà, ça, je crois que c'est vraiment une bonne chose et je crois qu'il faut vraiment saluer cette initiative. Je vais pas me présenter beaucoup plus longtemps, juste pour dire que je commence ma 6e année à Bordeaux. J'ai été recruté comme prof d'université à Bordeaux, donc en octobre 2016. Et avant, j'étais à Limoges, à l'université de Limoges, un peu plus de 10 ans comme maître de conférence. Et avant ça, je suis resté un peu de temps à Grenoble aussi. Et j'avais fait ma thèse en Afrique du Sud à l'époque, il y a un petit peu moins de 20 ans. Et j'étais en coopération là-bas, donc en Afrique du Sud. Voilà. Et mes recherches étaient au départ portées plutôt sur les questions de conflits environnementaux. En Afrique du Sud, donc conflits environnementaux en lien avec des enjeux de séparation raciale et territoriale. Et ensuite, peu à peu, j'ai fait évoluer un petit peu ces recherches-là. Je suis resté sur la question des luttes et des conflits environnementaux en lien avec les espaces naturels protégés, donc plutôt en lien avec des espaces périphériques, parce que en fait, en Afrique du Sud, à l'époque, c'était là où il y avait encore de la place, si je puis dire, pour les chercheurs qui arrivaient, parce que mine de rien, c'était un pays qui était déjà extrêmement convoité par la recherche francophone et surtout dans les très grandes villes. Voilà, et donc c'est en dehors des grandes villes que j'ai pu faire ma place, vraiment, parce que là, il y avait pas grand monde qui travaillait dessus, donc mais c'est aussi par goût personnel, pour les espaces à faible densité de population et non urbanisés aussi, que j'ai fait ce choix-là, bien sûr. Et donc, bon an, mal an, j'ai continué à développer ces recherches dans d'autres terrains, un petit peu en Amérique du Sud. Et là, maintenant, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai choisi aussi d'aborder la question de ces espaces périphériques, de protection de la nature, de conflits environnementaux, de lutte environnementale, sont souvent quand même l'apanage de ces espaces périphériques, parce que souvent, ce sont des espaces à forte aménité environnementale et qui sont de plus en plus convoités, donc par tout un tas d'activités, par tout un tas de populations, par tout un tas de dynamiques. Et donc, ça fait une petite dizaine d'années que je m'intéresse à l'entrée artistique pour questionner à la fois ces espaces-là et les problématiques qu'on peut y trouver, en particulier ces problématiques environnementales. Et c'est une entrée qui est assez intéressante parce que qui est pas forcément complètement attendue, qui est un petit peu décalée, qui fait souvent office un petit peu de soft power sur ces territoires, apparemment assez consensuel. L'irruption des artistes, de l'art, en plus un art qui se veut en lien avec des thématiques un peu militantes autour de l'environnement, autour aussi de la valorisation du patrimoine rural, etc. Donc a priori, on est sur des choses qui pourraient sembler un peu très acceptables, très consensuelles, qui devraient a priori, on peut imaginer être complètement sollicitées et portées par les populations locales, etc., etc. Puis en fait, on s'aperçoit en faisant du terrain que c'est pas si simple. Et qu'au contraire, l'irruption de l'art et des artistes sur ces territoires à forts enjeux, pas forcément évidente, et qu'il y a des tas de situations assez différenciées qui peuvent exister dans différents types de contextes.
Et donc, je m'intéresse beaucoup à la question artistique, en fait, comme enjeu de pouvoir sur les territoires et à la manière dont soit les artistes, soit les commanditaires, soit les acteurs du territoire qui convoquent les artistes ou qui les invitent, en fait, utilisent ces dimensions artistiques et esthétiques un petit peu comme enjeu de contrôle territorial, de développement territorial, ou comme enjeu militant sur les questions environnementales. Et on va voir à travers la petite présentation d'aujourd'hui que souvent la question du militantisme n'est qu'une étape dans l'appropriation de ces territoires et qu'elle sert souvent en fait de levier à d'autres formes d'appropriation qui sont pas uniquement liées complètement au militantisme, mais aussi à des formes d'accaparement foncier, d'appropriation, je dirais plus aussi en termes de valeurs et un petit peu parfois de colonisation ces espaces périphériques par des valeurs métropolitaines. À Limoges, j'avais participé pendant plusieurs années sur un programme de recherche autour de la gentrification rurale et j'avais déjà étudié à l'époque ces relations entre art, artistes et gentrification rurale. Et bien sûr, ça a été déjà très bien étudié dans les espaces urbains métropolitains, beaucoup moins dans les espaces peu urbanisés ou à faible densité de population. Et on retrouve des dynamiques assez voisines. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les transformations de ces espaces périphériques peuvent être aussi accélérées par ces questions donc de ce que j'appelle de mise en marche. Voilà. Oui. Alors, je suis géographe, et j'ai fait mes études à Aix-en-Provence et à Nanterre. Je fais ma thèse à Nanterre. Et si je dois me définir, c'est géographe politique de l'environnement. Voilà, je suis political ecology. Voilà, ce soir, mon idée, c'était, plutôt que de faire un grand exposé, c'était de partir d'études de cas extrêmement concrètes, d'études de terrain qui ont été faites pour certaines très récemment, parce que là, je vais vous parler de choses, d'expériences de terrain que j'ai eues en juin et en juillet, donc c'est vraiment très récent. J'étais en Italie et en Grèce. Voilà, il y en a d'autres un petit peu plus anciennes. Les expériences sud-africaines, en fait, remonte à il y a quelques années déjà, et aussi une expérience en France qui remonte aussi à quelques années. Donc, vous voyez, on est sur des patents un petit peu différents en termes de souvenirs d'expérience de terrain, et il y a des choses qui sont un petit peu plus fraîches. Donc cette recherche actuellement, j'ai eu la chance en arrivant à Bordeaux de recandidater une deuxième fois à l'Institut universitaire de France et d'être accepté. Donc c'est une sorte de comment pourrait-on dire d'institut qui œuvre au sein du ministère de la Recherche et qui sélectionne tous les ans un certain nombre de dossiers d'enseignants-chercheurs sur la base d'un projet de recherche très précis et qui leur donne pendant 5 ans des moyens en temps et en argent pour mener la recherche. Donc j'ai eu cette chance-là il y a 4 ans maintenant. Et donc le projet qui a été validé s'appelle ADONA, donc Aesthetic Domination of Nature. Et en fait, le titre long, c'est A Political Ecology of Site-Specific Art in a Global Periphery. Voilà. Bien indigeste, bien long. Mais en fait, c'est connu au laboratoire à passage comme ADONA. Ça donne la civilité ADONA. En général, les gens savent ce que c'est que ADONA. C'est Sylvain avec ses histoires artistiques dans ses espaces naturels. En général, ça on sait. Et c'était une vraie chance parce que l'IEF se fait sur dossier individuel, mais ensuite permet de mener un travail en équipe, en fait, avec des collègues, avec des étudiants. Et j'ai développé un partenariat assez sérieux avec mes collègues du pôle HARD de l'UMR, qui travaillent en base de données, en traitement et mise en représentation des données, production d'images, cartographie, etc. Et grâce à eux, j'ai la possibilité dans ce programme de recherche de développer un axe que j'avais jamais vraiment développé dans mes recherches, c'est-à-dire un axe un petit peu plus lié à la mise en place d'une base de données. Et on a réalisé une base de données en fait justement sur ces lieux artistiques in situ dans les espaces périphériques, donc à l'échelle du monde. On a environ 250 sites qui sont référencés et qu'on a décrits à travers tout un tas de variables très différentes. On a aussi une base qui correspond aux œuvres qui sont créées, donc à la fois les œuvres matérielles et immatérielles. Donc c'est quand même un gros boulot. On est encore loin d'être au bout du travail là sur le recensement des œuvres. Ça sera plutôt pour la suite, pour après. On a aussi une base de données qui concerne les artistes, qui concerne les commanditaires, les commissaires artistiques. Donc l'idée, voilà, c'était de couvrir vraiment ce champ-là et d'essayer de voir aussi ce que ça pouvait donner, de faire un traitement
un traitement statistique autour d'une grosse base de données comme ça, qui au départ est qualitative, parce que l'ensemble des variables sont plutôt entièrement qualitatives et sont liées justement à la manière dont ces lieux artistiques in situ se positionnent d'un point de vue géographique, historique, sociologique, économique, etc. Donc ça, c'est vraiment un des gros travaux du programme de recherche. Et le deuxième aspect du programme de recherche, c'est plutôt la recherche de terrain. Donc à travers les terrains que je peux mener moi, que mes collègues peuvent mener. Et là, les derniers terrains, je les fais toujours en collaboration avec d'autres chercheurs. Dans le programme, parce que le programme a été pensé au départ à l'université de Limoges, donc en fait j'ai aussi pas mal de collègues de Limoges qui sont impliqués. Donc j'étais en Italie avec une collègue de Limoges, Greta Tomasi, qui est italienne par ailleurs, ce qui facilite grandement les entretiens. Et j'étais en juillet avec Isabelle Saccaro, certains notre très cher collègue spécialisé montagne et du tourisme à Bordeaux-Montagne à l'UNR. Donc j'ai aussi beaucoup de plaisir à partager ces terrains avec d'autres collègues qui m'apportent leurs compétences, leur expérience. Voilà, et donc ces terrains-là, comme bien évidemment on peut pas faire du terrain dans tous les pays du monde, même si on aimerait, il faut être un petit peu raisonnable. Au départ, bien sûr, j'avais affiché l'Afrique du Sud parce que c'est là-bas que j'ai commencé à... En fait, c'est là-bas que j'ai réussi à comprendre que ça peut être pertinent d'interroger ces questions d'art in situ au sein des espaces naturels. Donc, parce qu'il y a un projet dont je vais vous parler ce soir, mais plusieurs projets, voilà, qui étaient d'une violence assez importante en termes à la fois symboliques, territoriales, etc. Parce que portés par des artistes blancs et qui, en fait, sous couvert de militantisme environnemental et d'action artistique, d'activité artistique même assez consensuelle, arrivaient quand même à maintenir des positions foncières, territoriales et arriver finalement parfois à continuer leur petit business post-apartheid sans être trop inquiété. Donc c'est là où j'ai plusieurs exemples qui étaient un peu extrêmes, un peu caricaturaux, mais qui m'ont donné l'idée, qui m'ont fait dire ah oui, mais l'art c'est pas seulement, voilà, j'étais peut-être un petit peu naïf à l'époque, mais l'art c'est pas seulement un truc sympa là qui permet à tout le monde d'être ensemble autour d'une œuvre et de créer de la mise en tourisme, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est du pouvoir, c'est du territoire, c'est de la domination aussi éventuellement. Voilà, on n'est pas que dans un gentil monde de bisounours, quoi. Et en fait, à partir de ces exemples un peu extrêmes d'Afrique du Sud, j'ai développé cette problématique que j'ai essayé de tester ailleurs. Et donc, les autres terrains où je suis allé tester ces problématiques, c'est aux États-Unis. J'avais la possibilité, avec une doctorante, de faire du terrain dans le Montana, où il y a aussi un projet comme ça artistique très intéressant. Et actuellement, je suis plutôt en train de me relocaliser en Europe. Alors, c'est très bien parce que avec le Covid, en fait, je me rends compte que c'était une excellente idée parce que ça m'a permis de faire du terrain, en fait. Et là, j'ai jamais fait autant de terrain que la dernière année qui vient de s'écouler, après un printemps 2020 où tout avait été annulé. Ensuite, grâce à l'ouverture des frontières de l'espace Schengen, etc. Donc, ça a permis comme d'aller en Espagne, d'aller en Grèce, d'aller en Italie. Donc, en fait, je suis en train de consolider une approche autour des pays d'Europe méditerranéenne. Donc, Grèce, Italie, France, plutôt France du Sud et Espagne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce soir, je vais aussi parler de France, de Grèce et d'Italie. Voilà, parce que c'est là maintenant où je vais un petit peu errer sur le terrain. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est autant, vous voyez, entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, il y a énormément de similarités, en fait. Il y a des contextes post-coloniaux qui sont en fait quand même très très similaires à bien des égards. Donc, on peut avoir des grilles de lecture quand même qui étaient assez voisines. Autant là, arriver sur des terres un peu plus européennes, ça remélange un petit peu les cartes et c'est très intéressant. Donc ça permet aussi de venir analyser, interpréter un petit peu ces projets artistiques avec un regard un peu différent. Et donc là, effectivement, en Grèce, en Italie, bon, voilà, j'ai eu l'occasion, voilà, du coup, de décentrer un petit peu mon regard par rapport à ces contextes sud-africains, états-uniens, où l'art était quand même beaucoup l'apanage du mâle blanc. Là, effectivement, on est dans un petit peu autre chose, mais il y a aussi, c'est pas pour ça qu'on met complètement de côté la domination et aussi un certain nombre de dimensions politiques. Hein. Là, lors du terrain en Italie, en Vénétie, on a
on a découvert des liens assez intéressants entre cette mise en art et la Ligue de Vénétie. En particulier à travers la représentation du lion ailé, etc. Donc en creusant un peu, on s'aperçoit que c'est pas aussi applique-lapis, si je puis dire que ça pourrait être, mais peut-être que c'est la lecture des enjeux un petit peu moins évidente, un peu moins caricaturale que dans les contextes anglo de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Donc il faut sans doute creuser un peu plus et voilà. Et puis c'est pas les mêmes langues aussi que les gens parlent. Et voilà, et exprimer des idées en anglais, exprimer des idées en italien, en grec ou en espagnol, c'est pas du tout la même chose et on n'est pas exactement dans le même type de discours. Et donc ça aussi c'est intéressant, c'est aussi l'aspect polyglotte, multilingue de ce projet, qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. Donc, alors, on va maintenant commencer, parce que, oui, là, je peux vous parler 1 heure du contexte, et puis après, on n'aura plus du tout de temps. Je me connais, hein. C'est pour ça que j'ai pris aucune note, parce que si je commence à prendre des notes, alors après, je sais plus du tout où je vais. Donc, la mise en art de quelques causes environnementales, voilà. J'essaye volontairement de faire une présentation assez pédagogique, voilà. Pas trop se compliquer les choses. J'aimerais juste, alors je vous rassure, c'est la seule diapo qui est comme ça. La seule diapo, il y a du texte, les autres, il n'y a que des images. Mais j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je leur présente un petit peu quand même, comme point de départ, les définitions des termes que j'emploie, ce qui me semble normal. Parce que pour qu'on soit tous sur un plan d'égalité sur le sens qu'on donne aux mots, en particulier là, c'est les mots-clés importants. Donc c'est pour ça que j'ai tout mis là en bloc. Voilà, au moins, c'est une archive, et comme je sais que la présentation va circuler, ou que la conférence est enregistrée, c'est bien au moins que ça soit posé, c'est écrit, c'est là. Je vais juste le commenter rapidement, voilà, et ensuite, après, rassurez-vous, je vais passer sur mes 4 études de cas, que je vais essayer de traiter de manière conjointe. C'est pas forcément simple, mais j'ai pas du tout envie d'abord de parler de l'Afrique du Sud, ensuite de parler de la France, parce que finalement, je vous parlerai 30 minutes d'Afrique du Sud, après 20 minutes d'Italie, 10 minutes là, il restera plus rien pour la France, donc je vais essayer d'équilibrer entre les différents lieux. Voilà, rapidement, juste sans rentrer dans les détails, les grands termes qui structurent un peu la question de recherche qu'on se pose dans le programme Adona, c'est donc cette question de la mise en art. Voilà. Alors là, du coup, il y a le petit machin qui, je sais. Voilà, non, on va pas comme ça, merci. Donc il y a la question de la mise en art qui débouche sur la question du front artistique, et il y a la question du front écologique. Moi au départ j'arrive dans ce programme avec tout le travail qu'on a fait de manière collective pendant une dizaine d'années sur les questions de front écologique. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans beaucoup de contextes. Et mon idée c'était justement est-ce que la mise en art, est-ce que ça peut être un facteur de création et de dynamique de front écologique? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être un point de départ de front écologique? C'était un petit peu l'idée de départ. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mise en art, hein? Donc, vous avez sans doute déjà commencé à lire le bloc de texte, mais en fait, il y a plusieurs idées. Bon, moi, je tiens beaucoup à l'idée de l'in situ parce que c'est ce qui nous a permis aussi de sélectionner dans notre base de données vraiment des lieux artistiques qui avaient une inscription forte dans leur territoire. C'est-à-dire avec des œuvres à différentes échelles, bien sûr, parce que l'in situ peut se comprendre quand même à des échelles assez différentes. Mais c'était l'idée de travailler quand même sur des sites où les artistes, leurs œuvres, les commanditaires étaient dans une réflexion autour de leur territoire à différentes échelles, donc que ce soit un site très précis, que ce soit le paysage, que ce soit un territoire plus large, hein, que ce soit un espace naturel protégé, pour vraiment justement ne pouvoir conserver que des lieux artistiques qui soient vraiment en prise avec l'endroit où ils se trouvent. Et non pas juste un lieu qui servirait de réceptacle à une dynamique artistique, mais qui n'aurait rien à voir, comme ça peut parfois exister avec certains concerts. C'est très bien, vous avez des tas de festivals l'été qui existent un peu partout, mais où la production artistique, bon, à part le lieu où elle se trouve éventuellement, qui est intéressante, qui a une bonne acoustique, etc., il n'y a pas vraiment un lien extrêmement fort. Là, on est plutôt sur autre chose. On est sur vraiment, sur des exemples où vraiment les propositions artistiques, de près ou de loin, mais surtout de près, ont vraiment une résonance, un écho avec un certain nombre d'aspects, de dimensions de ce territoire à plusieurs échelles.
un aspect visuel, un aspect problématique, lié à des habitants, ça peut être des tas de choses. C'est-à-dire l'in situ, il peut vraiment prendre pas mal de dimensions. Et là, là-dessus, on a fait exprès d'être assez large, parce que sinon, ça devenait vraiment trop précis. Mais cela dit, avec une définition large, ça permet comme d'englober pas mal de choses. Et donc, c'est quand même, il y a quand même une assez grande richesse d'exemples qu'on peut trouver. Donc l'idée c'est de voir dans la mise en marque effectivement l'œuvre devient immobilière, voilà. Donc c'est à la différence d'une œuvre mobilière, hein. Bon, un tableau, c'est une œuvre mobilière, hein. Vous pouvez l'accrocher partout, elle peut faire le tour du monde des grands lieux d'exposition. En revanche, une œuvre immobilière, elle est là, elle est à un endroit, elle a une adresse unique. C'est ça qui est intéressant. Alors, après, ça peut être beaucoup de choses. Au départ, on était parti assez spontanément en tant que bon géographe, les pieds dans la glaise, etc., sur un art qui était très, très, très visuel, et qui était, voilà, plutôt lié à la sculpture, au land art, un art in situ un peu monumental, c'est-à-dire un art qui produit ce qu'on appelle en anglais du landmark, hein, c'est-à-dire des repères spatiaux. Parce que aussi c'était assez facile à appréhender, parce que voilà, on avait un peu dans pas mal d'endroits. C'était un peu là-dessus que j'étais parti en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est important de marquer son territoire avec des choses qu'on peut voir de loin, hein, pour dire que les artistes ils sont là et que voilà, on contrôle. Et puis en fait, plus on a trait parce qu'on travaille dans le programme avec des collègues qui sont profs d'art contemporain, particulièrement en Suisse, Benoît Anti, pour le citer justement, un collègue extrêmement intéressant et sympathique de l'école d'art contemporain du Valais, à Sierre en Suisse, qui très vite nous a dit attention, il faudrait là vous travaillez sur une forme artistique qui est déjà un petit peu dépassée. Si on regarde l'évolution en fait de l'art contemporain, on est sur quelque chose déjà un peu has-been, un peu daté, qui continue à faire fonctionner beaucoup de projets territoriaux, hein, dans les zones rurales, en France, un peu partout en Europe, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais intéressez-vous aussi à ce qui relève plutôt de l'avant-garde en termes d'art contemporain, donc le New York Public Art et tout un tas de formes artistiques in situ qui sont pas forcément liées à un art purement visuel, ou si c'est un art visuel, c'est plutôt par le biais de médias comme la vidéo, le son, etc. Voilà, et donc qui relève plutôt de la performance, qui relève de la chorégraphie, qui relève plutôt aussi de ce qu'on demande beaucoup aujourd'hui aux artistes contemporains, c'est-à-dire d'être aussi des aménageurs du territoire, des travailleurs sociaux. Ils font tout un tas de trucs, les artistes, parce qu'on les paye beaucoup moins que les spécialistes, donc c'est bien, ils sont taillables et corvéables à merci. Donc ils font des tas de choses, et ces tas de choses-là, souvent, sont très très en lien avec le territoire. Ils ont des méthodes créatives, interactives, collaboratives, souvent beaucoup plus performantes que ce qu'on peut trouver auprès de certains experts pour justement animer de véritables projets territoriaux. Donc ça aussi, c'est des œuvres in situ, et donc on a essayé aussi donc d'intégrer un petit peu ces lieux artistiques-là, mais où effectivement l'œuvre s'apprend moins, c'est-à-dire que la trace qu'elle laisse dans le territoire, sa texture est moins facilement, bien sûr, appréhendable, et justement il faut aller chercher un petit peu plus loin pour voir quel a été l'impact de l'irruption de l'artiste sur le territoire par rapport au travail qu'il a mené parfois, bien sûr. Voilà, et donc vous connaissez sans doute donc Roger, le processus d'artialisation, donc c'est un très très joli terme mais qui aurait pu convenir extrêmement bien à la mise en art, mais en fait c'est pas exactement la même chose. Si on regarde précisément la définition qu'il propose, ça se limite à un certain nombre d'aspects. Et donc là, c'est l'idée d'aller un petit peu au-delà du processus d'artialisation, voilà, et vraiment de travailler sur l'art au service d'un changement de représentation, hein, des espaces, avec les termes de médiation. Donc la médiation, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup au labo, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, à travers aussi un master qu'on a là-bas, le master médiation dans le territorial. Voilà, et les questions de médiatisation aussi. L'art, c'est un moteur extrêmement fort de médiatisation d'un certain nombre de territoires complètement isolés, et grâce à l'éruption de l'art et des artistes, ils règlent assez rapidement leur déficit de notoriété. Ça, c'est assez impressionnant. C'est le processus peut-être qui va le plus vite. Et très vite, ils se retrouvent sous le feu des projecteurs, et ça leur confère, au moins d'un point de vue médiatique, une transformation d'image parfois assez spectaculaire, assez radicale. Voilà. Donc, et l'idée du front artistique, donc c'est un petit peu dans la continuité, mais on l'a pas encore trop élaboré, mais comme on parlait de front écologique, c'est toujours intéressant, voilà, quand on travaille dans des logiques autour des fronts, vous voyez, ces conquêtes de colonisation d'espace un peu mouvantes dans le temps et dans l'espace, c'est des choses que les géographes aiment bien.
qui correspondent assez bien en plus au contexte un peu coloniaux et post-coloniaux. Donc le front artistique, ça serait justement la transcription territoriale de la mise en art. Mais avec aussi une idée de ligne de front, une ligne de front potentiellement conflictuelle. Voilà. Donc au même titre que le front écologique, voilà, c'est des appropriations spatiales de la nature qui relèvent de formes de domination politique, sociale, économique, et extrêmement territorialisées, et où se jouent en permanence des négociations, des conflits, des processus de résolution, de lignes de front qui vont concerner des oppositions entre différentes visions de la manière dont on doit aménager et développer l'espace. Donc, le front écologique serait la version, je dirais, la plus soft, la version environnementalement la plus acceptable de développement du territoire, et pas surtout par l'idée de protection, mais pas que. Et donc doit régler des questions de ligne de front face à d'autres formes d'activités beaucoup plus prédatrices. En particulier énergétique, industrielle, mais ça peut être aussi à certains endroits des activités agricoles, etc. Donc l'idée, c'était de continuer à travailler un peu sur ces questions de ligne de front et voir un petit peu comment l'art venait un peu éventuellement déplacer aussi cette ligne de front. Est-ce qu'elle venait apporter des solutions à ces conflits environnementaux ou pas? Voilà, c'est interroger finalement l'art aussi comme la capacité de pouvoir de l'art et des artistes et des commanditaires à aller dans un sens ou dans un autre pour régler justement la question de l'évolution du front écologique et des problèmes de conflit que ça peut engendrer. Voilà. Donc la cause environnementale, bon là ça m'est venu comme ça quand Rémi m'a demandé le titre, j'ai comme ça sans même trop réfléchir, j'ai dit ah oui les causes environnementales, voilà, mais ça aurait pu être les problèmes environnementaux, ça aurait pu être les luttes environnementales, mais bon comme ça sur le moment j'ai dit cause environnementale, donc j'y suis resté et j'ai trouvé une définition de cause environnementale qui est une notion que j'ai jamais en fait utilisée dans mon travail, mais bon c'est pas grave. Voilà, les acteurs de la société civile ont donné naissance à la cause environnementale. En fait, ça vient pas mal du droit d'environnement, ce qui est intéressant parce que je trouve que on ne peut pas traiter de tout ça si on ne s'intéresse pas aussi aux aspects juridiques de tout ça. Voilà, donc pétition, manifestation, voilà. Donc les acteurs de la société civile peuvent ainsi se rendre visibles comme communauté défense de l'environnement. Et ça correspond très bien en fait aux exemples que j'ai choisis sur moi. Alors qu'on est vraiment face, dans 3 exemples sur 4, on a affaire à des acteurs entre guillemets de la société civile et qui sont vraiment voilà dans l'énonciation, la production d'une cause environnementale qui soit défendue. Et ils essayent de mettre l'art au service de cette défense. Voilà. Donc, j'arrête là-dessus. Vous pourrez toujours éventuellement poser des questions à plus tard là-dessus. Et sinon, il y a aussi un certain nombre de publications qui ont été faites beaucoup sur les points écologiques, un peu moins sur la mise en art, mais quand même. Il y a eu un numéro spécial de la revue de géographie alpine de 2017 sur la mise en art des espaces montagnards, avec des articles de tout un tas de chercheurs d'un peu partout. Ça se lit assez bien. Si ça vous intéresse. Voilà, donc Afrique du Sud, Grèce, Italie, France. Donc, Afrique du Sud, alors là, je vais aller au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais, au fur et à mesure du développement des exemples, je vais préciser vraiment ce qui s'y passe, mais j'ai commencé par une approche assez générale de ces 4 études de cas. Voilà. Donc là, l'Afrique du Sud, on est face à un projet qui est avant tout environnemental, porté par des ONG, des associations écologistes ou environnementalistes, si on prend l'anglicisme, voilà, dont voilà, c'est localisé ici. Voilà, donc Eden Toado Biodiversity Corridor. Voilà. Et l'objectif, c'est de créer un lien physique, géographique, territorial entre des espaces naturels protégés publics, de statut public, et de créer ce lien à travers des corridors de biodiversité qui, eux, viendraient se superposer à des propriétés privées, c'est-à-dire à des propriétés foncières privées qui, on est dans le contexte de l'Afrique du Sud, qui plus est de la province du Cap, donc on est dans la partie de l'Afrique du Sud, qui, à l'époque, avait été quasiment exclusivement réservé, en termes de foncier, je parle bien, réservé aux blancs, population blanche. Donc là, les propriétaires fonciers qui sont en jeu, dans cet exemple-là, c'est 90% et plus des blancs. Donc c'est des grands propriétaires fonciers blancs. L'initiative est pilotée par une ONG
d'écologistes blancs aussi. Voilà. Et leur objectif, justement, c'est de faire ce lien entre le public, le privé. Ça part d'un rêve de Joan Berning, la présidente de l'association, parce que à Ado, Ado Elephant Park, c'est ici, c'est à l'extrémité est du corridor. Vous avez les dernières populations d'éléphants les plus australes au monde et les plus australes d'Afrique. Voilà. Et ici, à côté de Naïsna, qui est tristement célèbre pour l'équipe de France de football du monde en 2010, je ne reviendrai pas sur cet épisode, vous avez encore quelques couples d'éléphants là qu'on entend, qu'on sent, mais qu'on voit rarement. Et elles, son rêve, mais c'est vraiment c'est une vraie vision, c'est que ce grand espace où la nature privée et publique seraient réunies permettrait aux éléphants de pouvoir faire comme avant, de retrouver leurs itinéraires migratoires, etc. Et donc de pouvoir déambuler librement. Ça, c'est la vision, c'est le rêve écologique. Après, il y a aussi les aspects plus concrets sur lesquels on reviendra. Donc ça, c'est et l'art dans tout ça, voilà. L'idée, c'était de pouvoir créer des landmarks, en fait, c'est-à-dire de pouvoir jalonner le corridor d'œuvres qui permettaient de dire, voilà, on est bien dans le corridor, et donc on va créer une route artistique pour utiliser l'art comme un moyen un petit peu de médiation pour comprendre un petit peu les enjeux autour de la création de biodiversité et aussi de médiatisation, c'est-à-dire en sélectionnant des artistes déjà internationalement assez connus qui, du coup, pourraient faire bénéficier l'initiative d'une certaine notoriété déjà. Mais pour le moment, par faute de moyens, parce que c'est quand même assez coûteux, il y a 2 œuvres qui ont été créées, puis je vous raconterai après. Il y a d'autres processus un peu moins coûteux qui ont été mis en place. Le deuxième exemple, donc, c'est la Grèce, c'est Vouvoussa, donc j'en reviens. J'y suis allé déjà 4 fois entre 2020 et 2021. C'est vraiment mon terrain actuel, voilà. Donc c'est un petit village à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière albanaise. Voilà, donc ici, donc en Grèce du Nord-Ouest, au cœur vraiment des montagnes du Pinde, probablement une des plus belles chaînes de montagnes grecques, qui s'étend sur 300 kilomètres, avec des sommets entre 2200 et 2600 mètres. Et des montagnes, il faut savoir que 80% du territoire grec est montagneux. Voilà, et donc là, c'est probablement une des chaînes les plus spectaculaires, avec des hivers extrêmement rigoureux, beaucoup de neige, etc. Donc c'est un endroit qui est très très isolé. Il faut bien compter 2 heures de route de la ville la plus proche qui est Ioannina. Et en plus en Grèce, les régions les appellent les périphéries. Donc voilà, l'idée des stades périphériques là-bas, quand elle est énoncée, elle fait tout à fait sens. Des populations de différents acteurs, parce qu'effectivement, la périphérie, elle est vraiment ressentie de manière très très forte. Donc là, on est même dans la périphérie d'une périphérie. Donc Vouvoussa, c'est des artistes au départ. Là, c'est pas des écologistes, c'est des artistes qui, et sans particulier un artiste, parce que souvent, ce qui est intéressant dans tous ces projets, c'est qu'il y a au départ une personne. Là, on a pris ici, c'est Joan Berning. Vous avez une personne qui a un capital culturel, social, parfois économique, parfois environnemental aussi, si on repense aux recherches de l'équipe de Limoges sur le capital environnemental, et qui vont vraiment entre guillemets faire don de leur personne pour le projet qu'ils souhaitent défendre. Et là, on a une personne qui s'appelle Camilo Nolas, qui par ailleurs, pour la petite histoire, est né en France en 69 parce que ses parents avaient fui la dictature des colonels. Voilà, il se trouve qu'il est aussi francophone, ce qui facilite grandement le processus de recherche, parce que parler grec couramment, c'est même pas forcément évident. Et c'est un photographe, voilà, donc et qui est originaire en fait de ce village. Sa famille en fait est originaire de ce village. Vous avez des minorités valaques, donc ils parlent une langue romane en fait, qui est de l'italien, du roumain, etc. Surtout pas dire là-bas qu'elle est proche du roumain. C'est un vrai problème géopolitique avec la Roumanie. Et donc, lui, en fait, il avait deux idées qui sont rejointes finalement et qui ont permis de mener à bien son projet de festival. C'est premièrement Mon village chômeur, et c'est vrai. Et l'hiver, vous avez plus qu'une vingtaine de personnes, et encore, c'est un des rares villages qui reste ouvert l'hiver. Il est loin de tout, les routes sont dans un état catastrophique pour y aller, et il se passe rien, quoi. Bon, l'été,
Alors effectivement, parce qu'on est proche d'une autre zone de Grèce du Nord très touristique, c'est les villages des Agoris, où là il y a comme beaucoup de tourisme, où il y a des spots de rando, etc. Il y a les gorges de Bykos et tout, donc c'est sur tous ces coins-là qui attirent le monde. Et là, à ça, il y a à grand monde, objectivement, à grand monde. Donc l'idée, c'est voilà, comment faire revivre un peu mon village, surtout l'été, et faire venir du monde et créer une vraie animation territoriale. Donc, et lui, en tant qu'originaire de ce village, sentait un peu une responsabilité morale de pouvoir faire ça pour son village, parce que lui avait eu la chance d'aller à Athènes et de pouvoir faire sa vie et sa carrière à Athènes. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement sincère de ça. Et la deuxième chose, c'est, il se trouve que Boboussa, en fait, c'est le seul village à vraiment enjambé, on peut dire, parce qu'il y a un pont, un très vieux pont au milieu de ce village, qui enjambe la rivière, le fleuve. C'est un fleuve, le fleuve Aos, qui se jette en Albanie, voilà, un peu plus au nord-ouest. Et c'est un fleuve qui prend ses sources pas très loin de Boboussa, un peu en altitude, et qui est reconnu comme étant une des dernières rivières sauvages, vraiment sauvages de Grèce, assez peu impactée par des aménagements hydroélectriques. Ou industriel, etc. Voilà, et en plus, Boboussa et la rivière Aos, pour la partie grecque, sont au cœur d'un parc national, le parc national du Pin du Nord. Donc il y a voilà un contexte favorable, je dirais, à la protection de la nature, du paysage. Et en 2014, quand le projet de festival voit le jour, il y a un projet de barrage pour transférer les eaux de la rivière vers un autre bassin versant. Pour plusieurs raisons, en particulier pour venir alimenter un autre très gros barrage qui est localisé dans une autre vallée, donc faire du transfert d'eau comme on a beaucoup en France, par exemple dans les Pyrénées. Voilà, donc il y a ce gros projet-là qui voit le jour. Et là, l'idée, c'est de combattre ce projet parce que ce projet qui aurait été construit en amont du village, déjà aurait été construit au cœur d'un parc national, mais apparemment en Grèce, c'était possible parce que les parcs nationaux sont des organismes très faibles, n'ont pas beaucoup de moyens, n'ont pas beaucoup de pouvoir et ne priment jamais sur les décisions de développement économique, en particulier touristiques. Et aussi aujourd'hui autour des énergies renouvelables en Grèce, c'est un secteur qui est en pleine expansion et qui a presque tous les droits. Donc c'est assez compliqué. Et donc ce projet aurait asséché quasiment la rivière et aurait fait perdre complètement le caractère pittoresque du village, qui a un gros torrent qui le traverse avec des endroits de baignade absolument exceptionnels, une eau hyper claire, on peut pêcher. Enfin voilà, c'est la carte postale, mais c'est une des ressources environnementales en fait. Là, si vous lui enlevez ça, bon, il y a des montagnes autour, j'y ai vu des ours, j'étais content, mais bon, c'est un peu rude quand même. Donc voilà, donc vraiment une grande ressource environnementale et qui plus est, qui est identitaire là-bas parce que les habitants de ce village, c'est le seul village vraiment qui enjambe la rivière, parce que il y a une ville plus en amont qui s'appelle Konita, mais qui est au-dessus de la rivière, qui l'enjambe pas vraiment. Donc le seul et unique village en Grèce qui enjambe ce fleuve, c'est Boboussa, donc il y a un côté patrimonial identitaire extrêmement fort. Donc il fallait défendre ça. Donc il a lancé le projet de festival pour sauver le village et la rivière en fait de ces grands projets-là. Voilà. Donc ça c'était un petit peu son idée. Ensuite on a l'Italie, donc c'est à Valstagna, c'est le projet Adotta un terrazzamento et le projet Coltiva l'arte qui là est un projet de restauration des terrasses des bancas ou comme on dit en Provence des restanques, des banquettes de culture qui étaient complètement envahies par la forêt, qui étaient plus du tout en état, etc. Et c'est aussi là un paysage assez patrimonial dans cette vallée. Et là, c'est une initiative qui vient d'habitants du village, par ailleurs assez militants plutôt dans le secteur social, qui souhaitaient faire de ce projet de restauration agricole à la fois un projet écologique parce qu'ils voulaient du coup pouvoir finalement ouvrir des nouvelles terres à la culture bio et à la permaculture, et aussi en faire un projet social d'intégration pour les gens du village, parce que c'est une partie la partie de cette vallée là en Italie du Nord est plutôt c'est une bonne partie des gens travaillent dans une carrière qui a été en place, donc on a plutôt faire des populations ouvrières, donc c'est plutôt des régions assez pauvres, ces fonds de vallée, et donc ils voulaient pouvoir redévelopper quelque chose qui les intéresse et qui puisse être aussi un facteur d'intégration, avec aussi l'idée de pouvoir intégrer
des groupes de migrants qui viennent régulièrement dans la vallée et qui puissent justement avoir des activités intéressantes aussi à faire. Voilà. Et donc là, l'idée pour eux, c'était de faire venir des artistes pour mettre en art un petit peu ces parcelles restaurées, pour leur donner une esthétique et pour créer un écho en fait entre ces œuvres et le travail réalisé, et aussi éventuellement pour pouvoir rendre ces espaces visitables, c'est-à-dire aussi pour des visiteurs extérieurs, c'est-à-dire voilà, joindre un peu l'utile à l'agréable, c'est-à-dire pouvoir à la fois s'intéresser au projet, mais aussi avoir le plaisir de découvrir des œuvres, alors plutôt des œuvres de land art. D'ailleurs réalisées par des artistes pas forcément très connus, qui viennent d'ailleurs faire ça en général bénévolement. Enfin bon, on est vraiment sur du tout petit projet hein, en termes de financement. C'est tout comme à Bobusa, c'est aussi voilà, c'est vraiment au départ des petits projets où c'est énormément de bénévolat, et là maintenant on passe à un autre projet en France qui là par contre a coûté un peu plus cher parce qu'il est beaucoup plus institutionnalisé, c'est le partage des eaux, un très très beau projet de mise en art donc d'une ligne géographique imaginaire qui est la ligne de partage des eaux Méditerranée Atlantique en Ardèche, voilà, et qui émane donc du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, voilà, qui a souhaité un peu redynamiser la partie montagne ardéchoise de son PNR, qui objectivement par rapport aux gorges d'Ardèche et à la grotte, etc., pouvait pas capter énormément de flux touristique. Donc l'idée c'est de pouvoir redonner un coup de projecteur et de pouvoir faire créer des œuvres à des artistes internationalement reconnus, donc des artistes aussi chers, qui n'ont pas travaillé bénévolement, qui sont fait vraiment payer en tant qu'artistes pour le travail réalisé, un ensemble d'œuvres plus ou moins monumentales, certaines étant même matérialisées sous forme d'applications que vous pouvez avoir dans votre voiture. La Géopoétique Society, d'ailleurs, ça fonctionne très bien en termes d'institut, parce que vous êtes toujours vraiment en prise avec le lieu où vous êtes, et c'est assez remarquable. Et là, la dimension, je dirais, environnementale, de cause environnementale est peut-être un peu moins évidente. Mais il y a quand même cette idée de venir souligner un environnement dans un plein air qui aussi mérite attention et mérite aussi protection. Donc avec aussi un certain nombre d'œuvres qui, par exemple celle de Gilles Clément, qui est très reliée au réseau en fait de directeurs artistiques donc du partage des eaux, sont elles un peu plus militantes en termes d'esprit et d'intégration paysagère. Voilà, mais là on est à faire un projet donc qui émane plutôt de structures déjà institutionnalisées, de directeurs artistiques qui sont déjà beaucoup plus dans les réseaux de l'art contemporain institutionnel en France, et donc qui ont reposé sur des fonds pas que publics, parce qu'il y a aussi des fonds privés, mais on est sur des montants bien sûr beaucoup plus importants que dans les 3 autres projets dont je vous ai parlé dans les 3 autres pays. Donc c'est pas exactement au même niveau aussi d'investissement, et c'est important de le souligner. Et souvent en France on remarque ça, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'investissement financiers dans ces projets d'art institut qui sont souvent bien supérieures à ce qu'on peut trouver dans les autres pays. Là il y a des formes de particularisme quand même qui sont assez importantes. Et nous on travaille beaucoup là avec le master et au labo avec la forêt d'art contemporain, donc qui est pas loin d'ici, hein, qui est le projet similaire, comparable, qui est juste à côté. Et on travaille beaucoup avec Lydie Palary, donc cette directrice. Effectivement, c'est une chance de pouvoir avoir en France des élus qui jouent le jeu, qui sont intéressés, qui voient que ça peut avoir un effet positif sur leur territoire, et donc avec des financements qui restent relativement stables, à la différence parfois d'autres activités culturelles qui peuvent être un petit peu plus en danger. Donc voilà. Donc alors maintenant, on va monter un petit peu dans l'analyse. Voilà, donc voilà, en gros, c'est la synthèse de ce que je viens de dire maintenant. Hein. Donc Afrique du Sud, cause environnementale, mise en place d'un corridor biodiversité, je récapitule, mise en art, programme ponctuel d'art institut. On est sur un projet porté par des acteurs écologistes. Bobusa Festival en Grèce, cause environnementale, opposition à la construction des barrages dans la vallée de la Hausse, mise en art, organisation d'un festival artistique institut. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment génial, il y a vraiment de tout. C'est extrêmement intéressant, il y a beaucoup de choses et c'est très rafraîchissant. J'y étais cet été donc. Bon, pour le moment, la langue de travail est encore le grec, donc bon, voilà. Mais je crois qu'il a pour projet d'internationaliser un petit peu son festival, mais plutôt en anglais. Même si la plupart des gens qui étaient là-bas parlaient très bien le français. Parce que les Athéniens d'un certain âge
parlent très bien le français, parce qu'ils ont tous fait du français à l'école. Donc là, on est sur un projet porté par le directeur artistique. En Italie, Coltiva l'Arte, donc Valtagna, restauration des terrasses de la vallée, mise en culture bio, insertion ici de restitution dans le monde. Et là, on est sur un projet porté par des habitants. Et enfin, le partage des eaux, la mise en valeur de l'environnement de la partie montagneuse du PNR et insertion physique ou virtuelle d'œuvres in situ, voilà, dans le paysage, souvent de belle taille et voilà, et là, on est sur un projet qui est porté conjointement par les acteurs artistiques et le PNR. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais vous montrer quelques visuels que je vais décrire rapidement. Donc, le visuel pourrait être quoi? Donc là, je suis sur le visuel cause environnementale. Et ensuite, je vous montrerai le visuel art. C'est bien la dialectique, au moins, on retombe toujours sur ses pattes. Donc là, c'est un des dessins qu'ils ont sur leur site web. Voilà, qui schématise un petit peu leur projet de corridor de biodiversité. Donc en vert, vous avez les espaces naturels protégés publics, parcs nationaux, réserves de biosphère, etc. Donc le plus grand étant Ado et Sitzikama Eden. Et donc les flèches vertes, c'est les différents 1, 2, 3, 4 corridors qui souhaitent être réalisés. Voilà. Donc c'est là pour moi on est sur le modèle du front écologique. C'est magnifique parce que on est vraiment sur une dynamique privée qui souhaite voilà reconquérir le territoire au nom d'un vrai projet environnemental avec un projet qui spatialement a avancé dans le temps. Pour moi, c'est le pur front écologique. Et d'ailleurs, ça avance pas forcément aussi vite qu'ils aimeraient parce qu'il y a forcément des résistances. Au début, c'était assez marrant. Au début, ils étaient perçus comme étant des émissaires du gouvernement sud-africain. Où ils pensaient que finalement, ce corridor de biodiversité, c'était ensuite pour finalement transférer les terres à l'État. Vous imaginez, avec le Zimbabwe à côté, avec le spectre de la restitution foncière aux populations non blanches, etc. C'était hors de question pour les grands propriétaires blancs de se dire qu'ils allaient pouvoir adjoindre leurs terres à celles de l'espace naturel protégé public, etc. Donc, il y a beaucoup de résistance de ce côté-là. Alors qu'en réalité, les porteurs de projets, ils étaient peut-être plutôt dans la démarche inverse, c'était plutôt comment nous, les privés, on peut essayer de donner un nouvel élan autour de la gestion de la biodiversité en Afrique du Sud. Donc, reprendre un peu le pouvoir sur un secteur qui maintenant, fort heureusement, a été quand même, maintenant vous avez quand même pas mal de cadres africains qui travaillent dans les parcs nationaux, etc. Et la gestion de terrain est quand même globalement le fait de personnes non blanches. Donc vous voyez, il y a des enjeux raciaux assez intéressants qui se nouent. Vovusa Festival, donc là c'est ce qu'on peut lire sur le bord des routes, donc No Damage to Rivers. Voilà, donc en anglais, parce que forcément en grec, les visiteurs passent un peu à côté du message, donc en anglais. Voilà, avec parfois des slogans All Dams are dirty, etc. Donc des slogans un peu à l'emporte-pièce, qui parfois ont tendance à mettre toutes les initiatives dans le même panier. Bon, ce qui est intéressant là-bas, c'est de rediscuter avec eux en prenant l'exemple sur le cas français, de leur dire que peut-être tous les barrages n'étaient pas forcément si mauvais. C'est-à-dire que c'est, par exemple, là, en amont de Vovusa, vous avez au niveau des sources, il y a quand même un barrage qui a été fait avec un grand lac, qui est à mon avis une zone de développement touristique absolument fantastique pour le futur et qui pour le moment n'est pas du tout aménagé. C'est un endroit absolument magnifique. C'est-à-dire que le barrage a créé un lac qui est vraiment d'une très très grande beauté. Donc voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est peut-être de protéger la vallée en aval de ce qui existe déjà, mais peut-être de tendre aussi la main vers les acteurs de ce barrage qui, de toute manière, existe déjà, parce qu'il est très vieux, il date des années 80, et avec qui il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et quand on a interviewé le directeur du barrage, qui était venait juste d'arriver, c'était très drôle. Juste à la fin de l'entretien, il nous a montré des photos sur son téléphone. Il nous a dit, regardez ce village, allez-y, c'est magnifique. Il nous a montré des photos de Vovusa. Et je lui ai dit au directeur du festival, à Vovusa, je lui ai dit, tu vois, le directeur du barrage, là, il demande qu'une chose, c'est de venir, c'est de créer du lien, etc. Bon. Donc, c'est intéressant aussi parce que, voilà, il y a aussi des, voilà, dans le discours, dans le militantisme, etc., il y a aussi probablement parfois besoin de messages radicaux aussi pour que les choses avancent. Le visuel d'Italie, donc c'est les terrasses, là, vous voyez, qui sont en cours de restauration. Là, il y a encore un front de progression qui est encore assez important, parce qu'il y a toute une partie qui est complètement en friche. Voilà, mais il y a un sacré boulot qui est fait. Et vous pouvez, si vous voulez, adopter une terrasse. Donc, vous allez sur le site et vous pouvez adopter une terrasse, soit virtuellement, soit physiquement. Voilà, donc si vous l'adoptez virtuellement, bon, dans les deux cas, il faut payer quand même un peu. Mais si vous l'adoptez virtuellement, vous faites confiance en fait à une équipe sur le terrain
qui va la mettre en valeur et qui vous tiendra au courant. Et un jour, vous pourrez aller faire un petit voyage pour vous rendre compte de l'état de votre parcelle adoptée. Ou alors, vous pouvez l'adopter physiquement et aller donner un coup de main sur place pendant vos vacances, etc. Et l'équipe, c'est des gens absolument charmants, très intéressant, très sympa. Moi, je trouve ça un très beau projet. Ça donne vraiment envie d'aller adopter une terrasse là-bas. En plus, c'est des très belles vallées italiennes. Voilà. Et là, le visuel pour la ligne de partage des eaux. Bon, moi, j'ai pris le panneau la ligne de partage des eaux. C'est toujours un truc que les géographes adorent, les lignes de partage des eaux. C'est une espèce de petite marotte, une espèce de ligne naturelle. Ça ramène au vieux fantasme de la frontière naturelle et tout. Moi, je trouve ça intéressant. Et en même temps, il faut faire attention, hein, aussi. Voilà, ensuite le visuel artistique. Donc là, une des deux œuvres un peu monumentales in situ qui a été créée en Afrique du Sud par cet artiste-là. Voilà. Donc toutes les œuvres là sont en lien avec les éléphants. Donc là, on est censé être sur une stylisation en pierre d'un troupeau d'éléphants. Voilà, qui se situe sur un des corridors de biodiversité au sud de la mer. Pour la Grèce, comme on n'est pas tellement sur des œuvres, je dirais, matérielles, on est plutôt beaucoup sur du matériel, sur de la performance, sur du workshop, sur de la musique, etc. J'ai pris en photo Camilo, donc le directeur du festival, que j'ai pris à la manière d'un paparazzi parce qu'on était dans le même hôtel. Voilà. Ensuite, pour Coltival Arte, j'ai pris Paesaggio Terrazzato, donc c'est une des œuvres qui avait été faite et qui signifiait l'endroit où on était. Et pour le partage des eaux, j'ai pris l'œuvre de Gilles Clément, en fait. Qui est situé sur un des points les plus hauts du plateau d'Arèche. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée, mais après vous pouvez aller sur les sites en fait des quatre exemples. D'ailleurs, je les avais ouverts ici. Voilà, et vous pouvez sur les sites bien sûr avoir tout un tas d'informations complémentaires. Le site de Vouvoussa est en grec, mais vous pouvez utiliser le moteur, la traduction en fait sur le navigateur, il traduit très bien. Il faut savoir que les moteurs de traduction en ligne traduisent très bien le grec au français, le français au grec. Donc, parfois, on peut faire impression. Voilà. Oui, ça vous montre comme le pont de Vouvoussa. C'est comme un village qui est très étonnant, donc avec la rivière en dessous. Voilà, la haute rivière en dessous, donc ce grand pont qui est vraiment symbolique. Et c'est ce type d'architecture de pont qu'on trouve là-bas dans les agories. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc là, maintenant, je vous fais un analyse un peu rapide, mais voilà, mais en même temps, on va un peu accélérer aussi. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans tout ça? Donc, alors, en Afrique du Sud, je pense qu'il y avait vraiment l'idée que la mise en art, c'était à plusieurs échelles, ça devait être un facteur d'acceptation du projet de corridor de biodiversité. Donc, à la fois d'acceptation à une échelle assez large, c'est-à-dire de le faire connaître et que le projet soit accepté aussi par les acteurs territoriaux, comme les grandes municipalités, qui voient aussi qu'il pouvait y avoir des retombées, en fait, par exemple sur le tourisme dans une région où en Afrique du Sud, le tourisme est quand même très littoral. C'est-à-dire que c'est les zones protégées qui reçoivent beaucoup de touristes. Bien sûr, le parc Ado Elephant Park, là, il y a des touristes qui viennent parce qu'il y a les éléphants, c'est dans l'intérieur. Mais les autres espaces protégés sont pas très fréquentés parce que vraiment le littoral est tellement magnifique qu'on concentre en fait tous les flux de touristes. Donc là, il y avait l'idée aussi de faire un projet artistique qui puisse servir un petit peu de produit d'appel touristique pour cet arrière-pays. Voilà. Mais il y avait aussi un petit peu l'idée de créer des projets qui puissent être un peu acceptés, pris en charge par les habitants. Et là, il y a eu des résultats un peu en demi-teinte. Celui que je vous ai montré, il a été assez bien accepté parce qu'il a été construit en relation avec une communauté de Grika. Alors les Grika, c'est une vieille histoire, mais c'est des descendants des populations autochtones sud-africaines et qui ont été dispersés ensuite par le biais en fait de l'évolution historique. Et il se trouvait que là, dans un des townships de Plettenberg Bay, il y a une petite communauté Grika, très intéressante. Et eux, ils ont vu tout de suite l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à participer au corridor de biodiversité, parce qu'ils sont entourés de grands propriétaires très riches, et eux, ils sont quand même plutôt très pauvres. Et d'avoir une œuvre sur leur terrain, pour eux, c'était, oui, super, les gens ont peur de venir chez nous parce qu'on est dans un township. Donc, si on a une œuvre, si on développe le tourisme, l'écotourisme, etc., ils vont venir loger chez nous pour créer une dynamique, etc. Donc, ça a été complètement
adopté. Il nous racontait même que les jeunes du village allaient fumer la dara, donc c'est le cannabis le soir en s'asseyant sur les gros rochers avec la vue sur la mer, qu'il y avait des petites amourettes, etc. Apparemment, ça ils ont bien accroché. Et l'autre œuvre qu'on voit ici sur le site. Alors attendez. Et voilà. Celle-là. Alors celle-là, en fait, c'est une œuvre sonore. En fait, vous avez des trous en bas et quand vous faites vous faites le brame de l'éléphant. C'est pas très Covid quand même, je pense quand même. Mais, et c'est une œuvre qui a été créée par un land artiste sud-africain assez connu, qu'on a pu rencontrer à Stellenbosch après, qui voulait pas spécialement faire cette œuvre, mais ça a été une commande. C'était la commande. Voilà. Et là, par contre, cette œuvre-là, elle a été très mal acceptée parce qu'il n'y a eu aucune concertation avec les habitants. Et les habitants d'à côté, c'était des colords, donc des métis, qui vivaient dans ce qu'on appelle un village forestier. Donc, c'est des gens qui travaillent dans la foresterie. Voilà. Parce que vous avez là-bas énormément de plantations de forêt et bon, en fait, ils ont vu ce truc-là un jour posé, ils se sont demandé un peu ce que c'était. Et en fait, ils ont été instrumentalisés par une autre personne, en fait, qui leur a fait croire, en fait, que c'était une vision satanique, en fait. Donc, et que, voilà, c'était une idole qu'il fallait absolument dézinguer et que, enfin, voilà, c'était assez cocasse. Donc là, il y a eu un problème d'acceptation, à tel point que quand on est allé sur le terrain, nous, on est allé rencontrer les gens de ce village, là, de Roissy, et que la directrice du projet était restée dans la voiture, était venue avec nous parce qu'elle voulait voir un petit peu les informations qu'on pourrait en tirer. Et les chercheurs s'intéressent aux informations des acteurs, mais les acteurs s'intéressent aussi aux informations des chercheurs. Voilà. Donc là, je ne sais pas trop s'en revenir parce que du coup, elle répond plus trop aux mails. Depuis que j'ai envoyé un stagiaire, je sais pas pourquoi. Peut-être ça s'est pas très bien passé, j'en sais rien, j'ai pas eu trop de retour. Mais voilà. Toujours est-il que bon, c'est un peu en demi-teinte et que surtout, en réalité, si on comprend bien la forme de ces œuvres d'art et comment elles ont été conçues, il y avait, à travers ce thème de l'éléphant, il y avait surtout l'idée un petit peu de coloniser artistiquement ce territoire à travers l'image de l'éléphant, qui est bien sûr un animal sauvage, et de faire porter esthétiquement l'empreinte de la vision du rêve de la directrice du projet. En réalité, c'est surtout ça. C'est de dire, un front artistique qui soit à l'image de mon rêve, de ma vision. C'est surtout ça, je pense. Et donc, avec éventuellement des réactions qui peuvent être comme ça, un peu violentes, je me dis, mais que vient faire cette œuvre-là au beau milieu de notre territoire, là où nous on coupe les forêts. Plus dans un contexte où ces forestiers allaient se faire licencier, parce que le gouvernement sud-africain avait décidé de remplacer la forêt en renaturalisant par du fynbos, qui est l'écosystème original. Donc en plus c'était un moment charnière un peu violent pour eux, où de telle manière ils allaient devoir se faire virer de l'endroit, au nom encore de l'environnement. Donc vous voyez, c'est un contexte pas forcément facile. Voilà. Et alors du coup, c'est que depuis, parce qu'ils ont quand même vraiment besoin d'acheter la paix sociale et d'avoir, c'est-à-dire que les habitants, parce que quand même la majorité des habitants là-bas, c'est les non blancs, c'est pas ceux qui ont les grandes propriétés. Les grandes propriétés il y en a quoi? Il y en a quelques dizaines, pas plus. Sinon, vous avez des milliers de gens qui travaillent dans la forêt, dans les townships, vous avez des milliers de personnes. Et pour qu'un projet comme ça puisse fonctionner aussi, ils ont besoin d'avoir un minimum de support de la part de tous ces habitants-là. Et ça, c'est pas forcément facile à obtenir, surtout vu le contexte. Et donc là, ils ont mis en place plutôt autre chose, qui revient un peu moins cher, c'est des formes de théâtre participatif. Voilà, où j'ai vu quelques photos, donc je trouvais ça un petit peu douteux. Vous voyez des comédiens qui se déguisent en animaux sauvages. Bon. Vu le contexte sud-africain autour de la protection de la nature, je trouvais que ça peut avoir quand même des petits relents, peut-être un petit peu quand même éco-colonialistes. Mais bon, ça, contraire en Afrique du Sud, on a tendance à voir un peu le mal partout, je dois dire. Donc, mais à coup de pas si je surinterprète un peu. En Grèce, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en Grèce, ça a marché, leur truc. C'est-à-dire que le réseau, en fait, de Camille Onolas étant assez puissant, parce qu'il a énormément d'activistes environnementaux, en fait, qui travaillent avec lui. Il y avait des gens du WWF Grèce, des gens aussi d'autres ONG, même des ONG binationales Albanie, Grèce, puisque le fleuve ensuite va en Albanie. Bon, c'est un peu sur un malentendu, mais juridiquement, ils ont réussi à obtenir la garantie qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres aménagements sur cette rivière, compte tenu de tous les statuts de protection déjà en vigueur. Donc en fait, c'était juste ça. C'est-à-dire que la loi, elle était là, mais ils ont eu besoin d'une décision de justice qui dise à l'État, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que
vous êtes déjà dans un espace protégé, point à la ligne, ce qui me semble complètement logique. Mais c'est grâce à cette mobilisation artistique et qu'on ait pu faire parler de cet endroit-là que finalement, l'État et les promoteurs donc d'entreprises énergétiques n'ont pas pu faire exactement ce qu'ils veulent. Souvent, là, ce qui se passe, c'est que ils font, une fois que c'est fait, c'est compliqué de les faire. Parce qu'après, ils peuvent dire, si, regardez, il y a de l'emploi, machin, et les élus qui sont partie prenante. Donc, c'est plus compliqué de les faire. Mais là, ils ont réussi à avoir la décision de justice avant que le mal, entre guillemets, soit fait. Donc, voilà. Alors maintenant, on leur dit, oui, mais si vous avez obtenu gain de cause, pourquoi vous continuez? Pourquoi vous continuez à agiter le spectre, de la prédation hydroélectrique, etc. On a rencontré des gens de petites ONG qui ont dit oui, maintenant les projets, c'est pas de faire des gros barrages, mais faire des micro-barrages, petites centrales hydroélectriques, mais en fait, il y a plein de discours contradictoires, c'est pas grave. Tout ce qu'on sait, c'est que l'idée, c'est d'être en veille, que les acteurs se maintiennent en veille et qu'il y ait toujours le spectre de quelque chose qui puisse arriver. Et je pense qu'ils n'ont pas tort parce qu'effectivement, la Grèce est dans un contexte post-crise. Mais avec le Covid, on peut dire qu'ils sont bien retournés dans la crise quand même. Donc, on va dire que c'est quand même très compliqué et il y a quand même beaucoup de tensions pour créer des développements économiques qui puissent avoir quand même des formes de rentabilité quand même à court et moyen terme. Donc, effectivement, c'est important de rester en veille. Cela dit, ils ont jamais non plus dit qu'ils avaient gagné. Donc, ils sont toujours là en train un petit peu de semer le doute dans les esprits pour dire attention, tout peut arriver. Voilà. Et en réalité, ce qui se passe aussi, c'est que finalement, la dynamique artistique a aussi pris le dessus un peu aussi sur la dynamique militante, ça se voyait cet été au festival, et que finalement, c'est presque plus des formes de patrimonialisation finalement qui ont pris un petit peu le pas, où l'idée c'est vraiment de valoriser, de défendre un patrimoine rural, montagnard, et de voir comment les artistes contemporains peuvent s'en saisir et comment, avec leurs idées, leurs valeurs, etc., ils peuvent aussi venir transformer un peu les lieux. Donc, on est dans quelque chose peut-être un peu plus classique de ce point de vue. Mais le réseau, en tout cas, qui a été créé, qui mélange artistes, militants écologistes et les habitants, parce que comme les habitants sont peu ou prou tous presque appartiennent de près ou de loin il y a seulement quelques familles, c'est un petit village, donc il y a beaucoup quand même d'entraide, de solidarité, d'interconnaissance, et donc il y a une forte adhésion. C'est-à-dire que les villageois, et en particulier les patrons de tavernes et d'hôtels, bien évidemment, n'attendent que ça, l'ouverture de festivals, effectivement. La place centrale, on est complètement métamorphosé. Et évidemment, ça change les choses. Donc, il y a quand même une acceptation assez forte. Et je pense qu'ils auraient vraiment de la peine à ce que le festival s'arrête. En Italie, donc là aussi, le résultat est assez prometteur. Un projet comme ça, assez modeste, vraiment qui part du bas, où petit à petit, il y a sur un petit versant de montagne, il y a des nouvelles choses comme ça qui se mettent en place. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'endroit où ils restaurent les parcelles, on voit la carrière, c'est-à-dire l'autre côté de la vallée, complètement éventrée par les carrières je pense que c'est des carrières de calcaire, donc faire des matériaux de construction, faire du ciment, du gravier, etc. Vous avez un gros nuage blanc d'ailleurs, et là, donc ils essayent de créer un contraste aussi, et c'est aussi en créant ce contraste qu'ils veulent montrer qu'on peut faire autre chose du paysage de cette vallée. Et donc apparemment, c'est vrai que ça a l'air de plutôt bien marcher, mais ça marche bien aussi parce que ils sont assez tranquilles et ils n'ont pas encore été trop récupérés par des formes d'institutionnalisation, etc. Donc ça reste à un niveau quand même très associatif et très on y va et puis on donne de sa sueur. Voilà. Et le partage des eaux, donc on est comme sur autre chose. Où là, c'est un résultat qui est quand même assez prometteur aussi parce que les acteurs de la moyenne montagne ardéchoise ont quand même bien mordu à l'hameçon et ont tout de suite vu aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait preuve d'ouverture d'esprit par rapport peut-être à d'autres espaces comme ça ruraux un peu isolés en France où parfois l'irruption de l'art contemporain peut faire un peu peur ou à juste titre. Si on prend par exemple l'exemple du plateau Muvage qui semble être l'apanage d'un petit milieu qui reste un peu dans une forme d'entre-soi. Là, l'idée, non, c'était plutôt de créer un art qui soit ouvert vraiment, qui soit ouvert aux habitants et ouvert à des nouveaux visiteurs en fait. Et moi, j'ai assisté à plusieurs séminaires qui mêlaient les acteurs, les restaurateurs, les hôteliers, les guides de randonnée de moyenne montagne, etc., et les acteurs du projet artistique, où effectivement, ça semblait, ça m'étonnait presque que les relations de travail soient de qualité comme ça. Bon, après, on n'a certainement pas tout non plus, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez intéressant. Voilà, donc pour conclure, si ça veut bien passer la diapo suivante.
Donc, si on reprend un petit peu les notions de départ, donc en réutilisant maintenant ce vocabulaire-là, on peut dire qu'en Afrique du Sud, on a un fonds écologique, un pur fonds écologique d'initiative privée militante qui sert les intérêts de l'éco-sécurisation foncière des propriétaires d'eau, ça c'est clair. Et donc l'art d'abord pensé comme un outil de marquage territorial est utilisé maintenant comme un outil d'acceptation locale. À Bogussa, donc on est face à vraiment un fonds éco-artistique. Cela, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que les deux dimensions sont très équilibrées quand même. C'est-à-dire que au début, ça penchait dans un sens, et maintenant, ça penche de l'autre, mais il y a toujours un équilibre là, dans les propositions qui étaient faites au festival cet été. C'était toujours des propositions très hybrides, qui mêlaient à la fois un engagement artistique fort et une dimension militante environnementale aussi importante. Les projets avaient toujours cette double dimension qui était assez équilibrée. Et donc ça, je crois que c'est à noter parce que c'est pas si souvent le cas. Donc au service de la protection du fleuve, des paysages montagnards, voilà. Alors bien sûr, c'est aussi un terrain de jeu pour des habitants d'Athènes, de Thessalonique, de Ioannina, hein, qui ça, forcément. Est-ce que ça va amener à des dynamiques de gentrification rurale? L'avenir nous dira. Peut-être. Si vraiment l'identité du lieu se transforme, si ça devient un endroit un peu à la mode et que les gens vont venir acheter des maisons, etc., on verra. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est encore les gens du village qui sont partis à Ioannina, qui ont des résidences secondaires, et il n'y a pas encore d'installation. Mais en même temps, il y aurait besoin d'installation, parce que vous n'avez pas de boulangerie, vous n'avez pas de petits commerces, il y a juste quelques tavernes. Donc, oui, il y a un équilibre aussi à trouver. Donc, il ne faut pas forcément déplorer ce rééquilibrage. Mais c'est intéressant de voir un peu comment ça va se passer. En Italie, donc, fonds éco-artistique d'initiative privée militante au service de la réappropriation foncière des habitants et l'intégration locale des migrants. Voilà. Alors là, ça, c'est un terrain où on n'est pas resté très longtemps, donc c'est vraiment une première analyse, mais il faut qu'on y retourne, il faut qu'on étudie les choses plus en détail. Voilà, on a été très séduit parce qu'on a été très très bien accueillis et donc forcément, le chercheur, il réagit aussi avec ses émotions, hein, avec sa propre vision des choses. Donc, on a été un peu bluffé. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est très, très positif. Mais, bien sûr, en Italie, en fait, avec ma collègue de Limoges, on a fait un terrain exploratoire. Donc, on est allé rencontrer et visiter 7 initiatives d'art in situ, donc, essentiellement dans les montagnes et en Toscane. Donc, forcément, à chaque fois, on a rencontré que quelques personnes, les directeurs artistiques, quelques artistes, quelques acteurs du territoire. Là, bien sûr, l'idée, c'est d'approfondir les choses. Donc, pour le moment, là, je vous livre seulement quelques pistes. C'est-à-dire que l'analyse sur l'Afrique du Sud me semble plus robuste que celle sur l'Italie, bien sûr. Et le partage des eaux, donc fonds artistique d'initiative publique au service du développement touristique, rural, de la réappropriation territoriale, des espaces périphériques isolés. On a affaire, à mon avis, le partage des eaux, c'est vraiment une référence, je pense, de ce type de projet en France. Le projet a été mené, je pense, de telle manière et que voilà, je pense qu'on peut se permettre donc de comparer d'autres initiatives comme ça qu'on en pense à ce projet-là. C'est un projet assez récent et je pense qu'il a su tenir compte aussi des semi-échecs qu'il y avait pu avoir dans d'autres endroits. Dans d'autres endroits où parfois la tentative de mainmise des commanditaires, des directeurs artistiques était parfois un peu trop forte. Là, il y a eu quand même un équilibre, mais je pense que c'est beaucoup lié au PNR et aux acteurs du PNR, et en particulier à la maman de votre ancien directeur, qui est donc la présidente du PNR. Voilà. Et qui, voilà, on sent que voilà, il y a un groupe de gens derrière qui sont là et qui ont une forme de bienveillance aussi sur la manière dont doivent être les problématiques et les responsabilités doivent être équilibrées dans ce type de projet. Voilà. Donc, pour terminer, quelques petites lectures en plus. Je vous ai mis la date des différents terrains, voilà, et quelques références que vous pourrez retrouver donc sur la présentation. J'étais un peu long, mais c'était obligé. Ouais. Donc, merci beaucoup, Sylvain. On va espérer que ça s'enregistrera quand même. Si vous avez des questions, Sylvain est là pour voilà. Tout ce que vous voulez, pas de souci. Alors oui, effectivement c'est une bonne question parce que avec les collègues du pôle ARD là de l'UMR,
Une question qu'on se pose très souvent, justement, c'est ensuite comme on travaille beaucoup sur des logiciels libres en plus, c'est de pouvoir aussi rendre un accès libre à toutes ces données-là. Alors pour le moment, on a publié un article en décembre dernier dans la revue Cybergéo en ligne, donc qui est accessible gratuitement. Et dans cet article-là, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à la base de données, en fait, à l'état de la base de données telle qu'elle était en décembre 2020. Voilà. Regardez, vous allez le trouver en 2 clics. Si vous tapez Cybergéo mise en art, admettons, tac. Voilà. Diversité et enjeux territoriaux de la mise en art. Et on a ici. Voilà. Là, je dirais que c'est un peu l'article, entre guillemets, de référence du programme. Mais il est en français. Et maintenant, on sait que pour exister dans les appels à projets européens, on est censé faire des articles en anglais, donc on y travaille, mais ça prend un peu plus de temps quand même. Voilà, parce maintenant, on est fortement encouragé à monter un projet européen. Bien sûr, maintenant qu'on a des partenaires en Grèce, en Italie, en Espagne, en France. Donc, en gros, on a les ressources artistiques et académiques, mais monter un projet européen, c'est notre paire de manches, par contre. La taille des dossiers à remplir et tout. Mais bon, heureusement, on a Hélène Périquet qu'on nous que vous devez connaître. Elle est ici. Voilà, et donc ici, normalement, vous avez... oui, la base de données, je vois, c'est là. Voilà. Ici, consultation. C'est là où on va voir si le lien fonctionne. Alors, super. Donc ça, faut que je signale à Grégoire et il va arranger ça. D'ici 2 jours. Voilà. Un jour. Non, mais c'est toujours comme ça, quand vous mettez des liens, un an après, il ne marche plus, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon. C'est risqué ce que tu as fait. Ouais, c'est très risqué, c'est très très risqué, mais voilà, on est là pour prendre des risques aussi. Mais bon, de toutes les manières, à terme, l'idée, c'est quand même de la rendre, bien sûr, accessible. Voilà. Là, en fait, on est en train d'essayer on a pour le moment fait tous les traitements qui correspondent, je dirais, à la partie de la base de données site. On a surtout donc travaillé sur ces lieux artistiques in situ. Et maintenant, on aimerait faire des traitements plutôt relatifs à la partie œuvres et artistes. On avait commencé à faire un pré-traitement du temps, on s'occupait que des œuvres type sculpture et installation. Et on avait des choses intéressantes autour des circulations en fait artistiques dans les différents pays du monde. On voit aussi quels étaient des artistes qui émargeaient un peu à tous ces lieux artistiques in situ, donc qui étaient un peu les artistes stars et les autres. Et il y a des choses assez intéressantes. Et on s'intéresse aussi aux statements, donc aux statements des œuvres, et on fait de l'analyse lexicographique sur les statements. On voit aussi un peu quels sont les mots qui reviennent, etc. Pour voir un peu quels sont les systèmes de valeurs en fait qui sont employés. Voilà, donc ça, c'est le chantier qu'on devrait faire maintenant. Et au début de ce programme de 5 ans, c'est bien, on a plein de temps, c'est super. Et puis, bon an, mal an, la direction du master, premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. Puis bon, voilà, en fait, on va jamais aussi vite que ce qu'on aimerait. Mais l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de matière. On a vraiment beaucoup de matière et que si on continue à être soutenu financièrement à travers des appels à projets européens ou autres, on pourra continuer à faire des choses. Donc voilà, à notre rythme, je dirais. Mais moi, j'attends beaucoup de cette analyse de la base de données œuvres et artistes parce que on arrive aussi à un autre niveau d'échelle en fait, qui est intéressant. Et je trouve ça aussi intéressant de voir quel est le profil en fait de tous ces artistes en fait qui travaillent à ce type de mise en art. Donc on avait une pré-analyse au début et il y avait une forte surreprésentation des hommes blancs, je peux effectivement. Voilà, donc dès que possible, accès à la base de données. J'ai une petite question. La question que je veux, que nous explique, alors, il y a effectivement différentes formes d'occupation de ces terres. Dans la région étudiée, vous avez effectivement des propriétés privées de forêt, mais qui sont exploitées en général par des grands consortiums forestiers, dont certains sont para-étatiques. Il y a des fermes d'élevage
Voilà, ou en particulier, maintenant, la grande mode en Afrique du Sud, c'est pas longtemps, mais c'est le renouveau de l'autruche, par exemple. Donc, vous avez des fermes d'autruches, ce que je connais. Vous avez certains aussi, c'est pas forcément la région d'Afrique du Sud où c'est le plus répandu, mais vous avez aussi certains qui créent des private game reserves, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent une partie de leur terrain pour faire comme des espèces de méga zoos. Donc, ils achètent, parce qu'en Afrique du Sud, il y a un marché de la bestiole sauvage, le game auction, qui est incroyablement développé parce que les animaux étant très bien protégés, ils se reproduisent beaucoup et donc pour éviter qu'il y ait trop d'animaux dans un parc, ils sont obligés de les vendre. Donc tous les ans, si vous êtes un propriétaire terrain et que vous voulez faire un private game reserve, vous achetez vos rhinocéros, vous achetez vos antilopes, etc. Et vous faites un truc pour les touristes. Donc là, il y a aussi quelques projets comme ça. Et vous avez aussi, il me semble qu'il doit y avoir aussi quelques endroits dans les parties les plus basses du corridor, celles qui sont proches des fleuves, il doit y avoir aussi des cultures. Mais dans cette partie-là de l'Afrique du Sud, vous avez aussi quand même beaucoup de terres qui sont pas exploitées, donc qui sont des espèces de garrigues en fait. Vous voyez, parce que c'est le milieu naturel là-bas. On a encore sous le climat méditerranéen. Donc, ce qui leur est proposé en fait, c'est de transférer tout ou partie de leur terre en réserve naturelle privée, parce qu'en fait l'État sud-africain propose en fait des réductions d'impôts c'est dans l'idée un peu pour être en phase avec tous les objectifs de l'UICN, le pourcentage de surface protégée dans la culture, donc des incentives, des incitations, voilà, autour des impôts, etc. Voilà, il y a différents dispositifs. Là, je ne me souviens plus. Et la remarque, l'incompréhension. Après, c'est juste que j'ai du mal en fait, à faire le lien entre le fond. J'ai l'impression que soit c'est l'un qui sort peut-être ça va, parce que c'est une petite. Mais je ne vois pas vraiment à part peut-être tout ça. Et Là, on voit plein de ça. Sur les autres, je pense que c'est un peu artistique qui peut-être une méthode. L'Italie, qui se fait tout de suite, c'est plutôt. Je ne connais pas des artistes justement qui essayent de travailler et de savoir comment dans l'expression artistique. Quelque chose qui sert justement. C'est très intéressant ce que vous dites là. Justement, dans la base de données, on a essayé de systématiser pour tous nos sites, justement, est-ce qu'il y avait, je dirais, une rencontre vraiment entre les deux types de fonds, c'est-à-dire avec une forme d'interdépendance et d'équilibre, où l'un puisse vraiment servir à l'autre. Et finalement, on a relativement peu d'exemples de réels fonds éco-artistiques où il y a vraiment cette espèce de symbiose. C'est vraiment une minorité dans les 250 types. Sinon, on est plutôt affaire à l'un ou à l'autre. En même temps, moi, ça m'a toujours intéressé parce que j'ai beaucoup travaillé sur les instrumentalisations. Donc, c'est vrai que ça répond assez bien au type de problématiques auxquelles je suis habitué. Et effectivement, quand on arrive au niveau de l'artiste, vous avez, parce qu'en fait, vous avez des courants artistiques contemporains. Alors, soit on l'appelle l'art nature, soit l'art environnemental. Vous avez aussi l'art écologique. En fait, l'art de restauration écologique, c'est-à-dire vous avez pas mal d'artistes qui sont engagés dans une dynamique où l'œuvre elle-même est réparatrice, en fait. Réparatrice, je sais pas, par exemple, réparatrice autour de zones qui peuvent être érodées, où il existe des œuvres, par exemple, qui peuvent filtrer les eaux qui auraient été polluées, etc. Donc ça existe. Après, la difficulté, c'est de mettre en adéquation ces artistes qui ont des pratiques individuelles qui sont souvent extrêmement fortes en termes d'engagement et de résultats écologiques, surtout plus qu'écologistes. On est parfois plus vraiment au service véritablement de la réalité, de la bonne santé de l'écosystème plutôt que dans des grandes idées théoriques. Et la difficulté, c'est de faire aussi se rencontrer ces artistes-là avec ces lieux-là. Où parfois, enfin moi, pour ce que j'en connais, mais après, je pense que j'aurais mon collègue de l'école d'art de Suisse, je pense, me dira probablement qu'il faudrait là que j'aille un petit peu plus loin, mais j'ai pas forcément toutes les connaissances, n'étant pas un spécialiste d'histoire de l'art, mais c'est quand même beaucoup souvent dans des zones urbaines, périurbaines, métropolitaines qu'on va trouver ces artistes
réparateurs, vraiment engagés, c'est-à-dire qui vont vraiment œuvrer dans des endroits où effectivement l'environnement est déjà très dégradé, de ce que je pense avoir, et que, je dirais traditionnellement, dans les espaces périphériques, les espaces naturels protégés, voilà, on était plutôt sur des œuvres un peu de témoignage. Mais après, ça veut pas dire qu'il y en a pas, et il y a des voilà. Après, c'est aussi, je dirais, aux commanditaires, aux directeurs artistiques d'essayer de mettre en valeur aussi et de donner une chance à ces artistes-là, en fait. Voilà, mais après ils sont aussi pris dans des problématiques qui sont parfois un peu compliquées, où il faut aussi pouvoir offrir aux visiteurs, au public, c'est-à-dire ça pose la question du public, voilà, des choses qui soient visibles, compréhensibles, etc. Bon, je sais par exemple à Bassillaire en Limousin, le centre d'art et du paysage, au départ ils ont tout un bois de sculptures, donc ils étaient très voilà, art in situ, autour d'œuvres, Goldworthy et autres, voilà, sur l'une des îles du lac, qui est par ailleurs artificielle. Voilà. Et là, ces dernières années, ils se sont de plus en plus tournés vers justement des œuvres plus écologiques, c'est-à-dire qui laissent moins de traces, qui ont une portée, voilà, qui ont une portée peut-être plus intégrée, plus respectueuse, etc. Mais qui, en corollaire, ne rencontre pas forcément son public. C'est aussi un petit peu la difficulté, donc avec aussi des incompréhensions qu'il peut y avoir. Bon, moi j'ai pas mal travaillé là-bas et je connais aussi des gens qui habitent là-bas, à Émoutier, puis à Limoges, etc., avec des formes d'incompréhension très fortes qu'il y a pu y avoir entre des projets qui, sur le fond, peuvent être extrêmement intéressants, avec l'idée justement de réconcilier un peu l'écologique et l'artistique, mais après, voilà, un décalage parce que voilà, ça pose aussi des questions autour de la médiation, de la manière dont aussi les différentes populations sont partie prenante ou pas. Bon, c'est assez compliqué en fait. Autre question. Ou remarque. Oui. Savoir en fait des avenues, s'il y avait eu des aménagements, parce que je n'ai pas trop compris en fait, justement s'il y avait par exemple des limites qui ont été je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, tout à fait. Voilà, what is the corridor? Effectivement, c'est je comprends la question parce que l'idée, si on veut respecter la vision de la dame dont je parlais, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez que des bestioles puissent se balader tranquillement, plus les Sud-Africains, c'est les grands spécialistes mondiaux des barbelés. Il faut savoir. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, comme là-bas, des clôtures de barbelés, mais je peux vous dire que là, c'est juste infranchissable. Il y a des gens qui creusent dessous maintenant. Tout est marathon possible. Mais non, effectivement, l'idée, c'est justement, c'était un peu la thématique là où actuellement, dernièrement, on a eu à Marseille la conférence de l'UICN, donc l'Union internationale à la conservation de la nature, et je crois que c'était en 2003. Ça avait lieu à Durban, en Afrique du Sud, et c'était, et le titre, justement, c'était ça, c'était autour de comment on va au-delà de la question des clôtures, en fait. Et comment on peut produire des bénéfices au-delà des frontières des parcs, et donc en enlevant les clôtures et en permettant à la fois aux animaux de retrouver des espaces plus grands, mais aussi de permettre, en enlevant ces clôtures-là, ces frontières-là, de permettre une meilleure intégration des populations qui vivent autour. C'est très beau, ça mange pas de pain, mais après la difficulté, c'est que ça puisse exister aussi dans la réalité. Et là, faudrait voir un petit peu où ils en sont, mais pour ça, je cherchais sur leur site la carte pour savoir s'il y avait la carte à jour, donc les propriétés qui avaient accepté de... Parce que là, il n'y a pas de carte. C'est juste... Maps, Ah ouais, peut-être dans Maps, non, mais c'est vrai, c'est juste. Ouais, oui, on y voit pas très bien, parce que là, on peut pas l'agrandir. Mais en fait, effectivement, il y avait l'idée de pouvoir démanteler un certain nombre de frontières physiques, en fait, dans ces propriétés. Mais les propriétaires sont quand même très parano en Afrique du Sud et ont besoin aussi d'avoir des garanties sur la sécurité de leur domaine.
Donc, je pense que ça fait partie des points les plus difficiles de la négociation, en fait, en réalité. C'est-à-dire que sur le papier, on peut avoir des jolis corridors de biodiversité de papier. Oh, regardez, ça se touche, c'est formidable, ça fait une continuité. Puis, en fait, dans la réalité, il y a toujours ces fichus barbelés, quoi. Donc après, je sais qu'il existe aussi des dispositifs où il y a des points de passage, il y a des portes qui peuvent exister, justement, des tunnels, des machins. Bon, ça, je ne pourrais pas vous dire plus en détail, mais en fait, pour que ça ait un vrai sens écologique et biologique, effectivement, il faudrait pouvoir supprimer toutes ces limites physiques qui empêchent en fait la circulation. Mais par exemple, à une autre échelle, on a un doctorant de passage qui s'appelle Goma Zero qui travaille là-dessus, qui travaille sur les parcs transfrontaliers en Afrique du Sud, et donc à l'échelle de la jonction des parcs sud-africains, qui est le parc du Mozambique et du Zimbabwe, du Botswana, aussi il y a la Namibie. Et là, il y a la même problématique, c'est-à-dire que on veut créer un parc transfrontalier entre l'Afrique du Sud, le grand parc du Kruger, par exemple, un parc mozambicain et un parc zimbabwéen, dans une zone où vous avez énormément de passages de migrants. Alors, du coup, ça pose la question justement de la frontière. Et c'est un peu son sujet, justement, c'est sur toutes les mobilités humaines et non humaines qu'il y a autour des frontières à l'intérieur de ces espaces protégés transfrontaliers. Comment on fait à un moment donné, si on veut supprimer les limites physiques qui permettent donc à la faune de pouvoir circuler librement, les gestionnaires, mais aussi les politiques des différents pays, eux ont quand même besoin d'avoir une frontière pour pouvoir contrôler le passage, surtout dans des pays où il y a des si grands différentiels socio-économiques. Donc, l'idée, c'est de reporter peut-être la frontière à la limite externe du parc. Et donc, vous voyez, on est toujours, d'une manière ou d'une autre, à recréer des frontières et des zones de contrôle, etc. Qui plus est, on est aussi dans une zone où il y a beaucoup de braconniers. Hein, le marché de la contrebande, de la défense d'éléphants, c'est à nouveau, parce qu'il y a beaucoup d'éléphants, ils ont été très bien protégés en Afrique du Sud, donc il y a de la ressource et il y a de la demande très forte, donc il y a aussi beaucoup de braconniers. Donc vous avez des migrants clandestins, vous avez des braconniers, vous avez des touristes et vous avez les gestionnaires. Donc ils ont chacun des logiques et donc effectivement ça pose la question de ces frontières, de leur matérialisation et moi comme ça j'avais travaillé au KwaZulu-Natal, la frontière entre le KwaZulu-Natal et le Mozambique. Là, c'était assez amusant parce que les migrants avaient creusé des tunnels en fait sous les barbelés, donc ils passaient comme ça et il y avait et pour la faune en fait il y avait des portails qui s'ouvraient régulièrement. Il y avait des fenêtres de passage, donc on laissait éventuellement la faune. C'était compliqué. Et ils avaient tous des puces GPS pour savoir où ils allaient. Et en fait, ils voyaient au moment donné où il y avait un arrivage entre guillemets de faune qui arrivait, ils ouvraient le portail. Enfin bon. Non mais c'est très intéressant hein, comme contexte. C'est un peu des fous furieux quand même. Hein. Les gestionnaires de l'environnement en Afrique du Sud, c'est le terme de territoire là-bas a vraiment un sens extrêmement violent. Pour ça, en Europe, ça fait du bien aussi. On va conclure s'il y a une dernière question. Bon, moi, j'avoue, j'avais d'autres remarques, mais là, je vois qu'il est déjà 20h07 et c'est peut-être un petit peu tard pour cette question. On en parlera. Comme tu veux, je peux essayer d'être très synthétique dans ma réponse. Allez, alors dans ce cas, on essaie de faire très. Non, mais juste, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup intéressé, tout ça. Je ne connaissais pas très très bien, en fait. Et on a vu, tu nous avais montré l'ambivalence en fait de tous ces projets. Ça va des projets d'acceptation sociale, d'idées, de projets, voilà. À des projets plutôt de développement local, voire de militantisme, un peu, il y a toutes ces dimensions-là. Et donc, à chaque fois, c'est un rapport au pouvoir, quoi. C'est un rapport à quel pouvoir. Des pouvoirs qui peuvent partir du bas, des pouvoirs plus pyramidaux, pour être un petit peu caricatural. Mais d'un certain côté, moi, je comprends toute la conférence, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vraiment, c'est une question en forme d'un peu de boutade, quoi. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'étonner que l'art serve le pouvoir, en fait? Mais tout type de pouvoir, en fait, c'est pas forcément. Parce que finalement, est-ce que ça n'a pas été historiquement une grande partie de sa oui. Oui, de son objectif, pratiquement? Bah oui, complètement. En fait, j'ai commencé vraiment à travailler cette question-là dans mon AGR. Et effectivement, le chapitre de mon AGR qui est consacré à ça commence par une partie historique où justement, je montre comment
comment se sont façonnées les relations de pouvoir entre l'art et un certain nombre de classes politiques, et comment ensuite ça a pu avoir des répercussions aussi sur le contrôle territorial. Et bien sûr, en partant de l'art au service des expéditions scientifiques, coloniales, l'art au service du prince, etc. Mais ce qui est intéressant, ça me fait penser moi. bien sûr, pour contrôler un territoire, bien sûr, les Médicis, c'est. Et là, mais là, s'il vous plaît. Effectivement, moi, ce que j'ai défendu dans mon projet, après on va tous aller dîner, vous inquiétez. Ce que j'ai défendu dans mon projet, c'était d'essayer de pouvoir se ressaisir de ces problématiques-là dans un contexte d'art contemporain où je trouvais qu'on avait un peu perdu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que ça y est, que c'était un art qui, pour une raison ou pour une autre, semblait vider un tout petit peu de sa substance dominatrice liée au pouvoir, etc. Et donc, je te dis, quand j'ai présenté le programme annuel, j'ai fait pas mal de revues de la littérature, et quand on cherchait des choses sur art, écologie, art et environnement, la plupart du temps, c'était pour louer les bienfaits des projets, etc. Donc, il y avait un côté qui était toujours extrêmement positif, c'est-à-dire où on cherchait pas vraiment à voir la part instrumentale, en fait, de l'art dans ces projets. Et je trouvais que ça manquait vraiment de pouvoir décortiquer aussi ça. Et aussi souvent de s'apercevoir que parfois l'artiste, il n'est pas maître des cartes en réalité. C'est que de plus en plus aujourd'hui dans l'art contemporain, c'est les commanditaires. C'est les commanditaires et les directeurs artistiques, qui sont souvent d'ailleurs aussi les directeurs ou les commissaires, etc., qui ont en fait la part du pouvoir et d'influence la plus grande. Et que souvent l'artiste se retrouve un peu en bout de chaîne aussi surtout s'il est professionnel, donc à essayer de vivre aussi, ce qui n'est pas forcément toujours évident, surtout s'il n'a pas une notoriété exceptionnelle. Et donc, voilà, aussi à pas forcément avoir toujours la possibilité de refuser des commandes, etc. Et surtout en art public et tout. Et donc, ça, je trouvais que ça manquait un petit peu de questionner ces thématiques-là. Mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai que c'est rien de révolutionnaire. Hein. On est vraiment dans une continuité, quoi. Ça, c'est juste une remarque aussi, notamment pour les étudiants, c'est quelque chose de vécu. Quand c'est quelque chose, je crois que tu sais un peu de quoi je veux parler. Moi, j'ai eu des commandes qui étaient en partie des commandes artistiques, que j'ai assez mal vécues personnellement. Tu pourras nous en dire ce que connaissent les autres personnes avec lesquelles tu travailles. PNR, Périgord. Je ne voulais pas le citer, mais on s'est dit, c'est dans un PNR. Voilà. Où vraiment, ce que je veux dire, c'est que les formes d'instrumentalisation potentielle de l'art, c'est pas forcément la plus parce que là, ça nous fait penser que c'est des terrains vraiment en situation post-coloniale, assez exotiques, etc. Mais moi, j'ai vécu des choses qui ne sont pas tout à fait comparables, évidemment. Mais en tout cas, des formes d'instrumentalisation du commande artistique. Moi, j'ai eu ce sentiment après, peut-être que les autres partenaires ne l'ont pas vécu de la même manière. Mais moi, sur mon travail, j'ai eu cette sensation-là. Et c'est vrai que la commande était c'est une commande institutionnelle, assez liée à quand même faire passer une politique qui était en l'occurrence une politique de restauration écologique. Ce sont de mauvaises personnes parce qu'ils n'ont pas lu la thèse, parce que j'avais fait, c'était justement quand même assez critique vis-à-vis de ces ont dit que j'étais un spécialiste de la restauration écologique qui m'ont mis là-dedans. Ils n'ont pas compris que j'avais une vision extrêmement critique de ces choses-là. Et ce qui fait que ça a relativement bien tourné avec ces humanitaires. C'est ce que je veux dire, c'est pas pour raconter notre vie. Non, mais cet exemple-là, il est très intéressant et pourrait complètement faire partie des exemples qu'on mobilise ici. Hein. Ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est pas que dans des situations post-coloniales, dans des situations exotiques. Et de toute façon, rappelez-vous, à chaque fois qu'on vous parle de l'Afrique, parfois l'autre, ça peut être votre voisin, ça peut être des situations de domination comme ça peut se passer dans ce aussi. Ces situations-là, elles sont aussi peut-être pour vous montrer. Bon. Merci beaucoup, Sylvain. On va s'arrêter là. Et juste pour terminer, j'aurais pu prendre en fait d'autres exemples en France que j'ai l'habitude de présenter de manière beaucoup plus critique, mais pour avoir déjà vécu des colloques très houleux,
avec un certain nombre d'acteurs, parties prenantes de ce type de projet. C'est vrai que voilà, parfois c'est plus simple d'aller montrer le mal ailleurs, un peu loin, surtout quand on est avec les étudiants, on est aussi pris dans on est aussi pris dans des partenariats avec des acteurs territoriaux, etc. Donc il faut aussi faire preuve de diplomatie. Voilà. Mais je n'en pense pas moins et je suis plutôt très proche même de ce que vient de dire Oui, bon, moi, c'est Rémi. Voilà. le développé. Oui, mais de l'expérience. ouais. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était un plaisir.